Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode sur cette chaîne qui porte un nom magnifique. Et comme le nom le dit, forcément vous le savez, on va parler d'une série, la série dont tout le monde a déjà parlé. Parce que oui, nous on est comme la cavalerie, on arrive toujours après la bataille. Il s'agit de Fallout. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Monsieur Ludema. Comment ça va? Ah ben moi, je suis comme après la bataille sans Kukai, donc je suis déphasé, je ne suis... Oh là Comme... là, les jeux de mots de boomer qui sautent Ah dans oui, cet bah, épisode. Passion série parle de séries aussi bien nouvelles que très vieilles, comme ceux qui sont à l'écran devant vous. Bah, de toute façon, on va parler d'une licence, hein, puisqu'on va parler de Fallout qui est quand même assez vieille, hein. Les premiers jeux, c'est 80, fin 90, j'allais dire 97, Ouais, je mais crois que je sais c'est pas. 97. Ouais. Ouais, je suis pas sûr. Si j'ai fait une erreur, hein, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. C'est donc une licence de jeux vidéo. Il y a eu 4 épisodes avec des petits épisodes à l'intérieur. L'épisode le plus connu, c'est un add-on de Fallout 3 qui s'appelle New Vegas. C'est une licence qui est maintenant chez Bethesda depuis l'épisode 3, qui se voit donc ici avoir droit à un nouveau support. Par contre, on ne parle pas d'une adaptation en termes de... Ils ont pris l'histoire d'un jeu, ils en ont fait une série. Non, non, ici, on a vraiment un matériel qui vient s'inscrire dans la chronologie des Fallout, puisqu'on se situe à peu près 15 ans après Fallout 3, donc on est même après Fallout 4 en termes de chronologie. Et l'idée était vraiment d'apporter un complément d'information à cet univers. Donc, pour faire le petit pitch très rapidement, la série va s'ouvrir avec une catastrophe nucléaire, hein. C'est le principe de base de Fallout, hein. Il y a eu des bombes qui ont été larguées à peu près partout sur les États-Unis. Et on sous-entend, comme j'ai pas été plus loin que le Fallout 2, je ne sais pas si l'information que la Terre entière a été bombardée, je ne sais pas si elle est présente ou pas. Mais voilà, on sait que le territoire américain a, lui, subi de terribles frappes. Et on se retrouve projeté 200 ans plus tard dans un bunker, hein, l'abri 33, où on va suivre les aventures d'une jeune fille qui va se retrouver obligée de quitter son abri pour tenter de sauver la vie de son père. Donc voilà, c'est un résumé, certes, qui donne pas énormément d'informations, mais j'ai trop peur de rentrer dans les spoilers, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Veux-tu rajouter quelque chose, Jérémy, à Oui, ce que je viens de dire? oui, on pourrait dire même parler du genre, c'est le genre uchronique, puisqu'en fait, dans la réalité du lore de la série, la guerre froide ne s'est jamais arrêtée après la Seconde Guerre mondiale. Elle a continué jusqu'à nos jours et même plus loin, puisque la guerre précède toute l'histoire a lieu en 2077, donc dans notre futur. Et dans cette uchronie, on a aussi le fait que, si je dis pas de bêtises, c'est les transistors qui n'ont pas été inventés, ce qui explique que toute la technologie, tout l'univers est rétro-futuriste, ce qui donne un ton assez très particulier, et donc très années 50, 60, même si c'est dans le futur, quoi. Ouais, ils sont jamais arrivés aux micropuces, donc ils ne Ouais, c'est savent ça. pas miniaturiser les éléments, et donc forcément tout est gigantesque. C'est-à-dire que on n'a pas des pistolets laser, on a des énormes fusils qui, C'est ça. qui nécessite un gars pour pouvoir les transporter et qui n'est pas forcément celui qui utilise le fusil, c'est assez rigolo. Il y a effectivement, voilà, il y a cette ambiance uchronie, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une adaptation un petit peu différente de ce qu'on avait pu voir, par exemple, toujours sur la plateforme Amazon Prime, puisque Fallout appartient à Amazon Prime, avec une autre série qui, elle, était de HBO, mais c'était Amazon qui avait vous avez permis de pouvoir la regarder dans sa version française, c'est Last of Us. C'est-à-dire que là, cette série, comme je disais, n'est pas l'adaptation de l'histoire d'un jeu, mais bien quelque chose de plus, de supplémentaire. On ne vient pas raconter ce que le jeu dit, mais plutôt l'univers. Et ça, c'est assez intéressant parce que on avait, toi et moi, parlé sur une autre chaîne de Last of Us, et on l'avait présenté comme une série qui ne s'adressait pas forcément à la fanbase de base, mais plutôt aux gens qui ne connaissaient pas l'univers pour leur permettre de mettre un pied dans ce dernier. Là, on a vraiment une série qui s'adresse et il y a plein de petites références, il y a plein de petits moments où la série fait aux joueurs: Hey, t'as vu, j'ai mis telle ou telle chose dans cet épisode.
voilà, t'es content et tout. Et ça fait un peu du bien quand tu aimes cet univers d'avoir ça. Et surtout, c'est intéressant parce que ça permet aux scénaristes de pouvoir justement répondre à certaines questions. Parce qu'il y a des questions qui ont toujours été posées et la série va amener un élément de réponse. On ne sait pas si la réponse qui est amenée, c'est la vraie réponse, mais elle semble vouloir répondre notamment par exemple à la question, on en parlera dans la partie spoiler, de qui a lancé les bombes. Et en même temps, il y a un préquel à tout ce qui s'est passé qui est plutôt sympathique. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, et notamment dans la partie spoiler, hein, parce qu'on fait toujours nos vidéos en deux parties, une partie no spoil et une partie spoil, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série Fallout? Alors, je reviens sur ce que tu disais, que c'est une série qui fait plein de clins d'œil, qui, en tout cas, récompense les aficionados, mais qui en reste néanmoins très accessible pour quelqu'un qui n'a jamais joué et mis un pied dans le jeu vidéo, à tel point que les jeux vidéo Fallout, notamment le 4, si je dis pas de bêtises, a fait des records de vente. Il est même introuvable dans certains magasins en rupture de stock parce que les gens se sont rués dessus, soit pour le découvrir, j'imagine, soit pour s'y replonger pour les passionnés. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce côté-là. Moi, j'ai fait que le 3 en jeu. Donc j'ai vérifié les scénarios parce que je ne me rappelais plus quel épisode il s'agissait. Mais j'ai donc Mais fait ça le... va, à toi et moi, on a fait plus de la moitié, puisque moi j'ai fait le 1 et 2, t'as fait le 3. T'as J'ai fait fait le New Vegas, 3 c'est ce que tu et m'as je dit. crois que... Voilà, il me semble bien avoir joué à New Vegas. En tout cas, ce que j'ai aimé et pas aimé, c'est-à-dire que j'ai trouvé que le début, qui est donc les 3 premiers épisodes sont réalisés par Jonathan Nolan, par le créateur, et, euh, et j'ai trouvé que le début était un peu poussif, qu'il y avait dans sa manière de réaliser, d'enchaîner les scènes, quelque chose d'un peu poussif, un peu... Alors, c'est pas une question de rythme, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et en fait, c'est dans la deuxième partie de la saison où là, vraiment, je me suis mis à de plus en plus accrocher. Je trouve que c'est une série qui gagne en qualité. Alors attention, le premier épisode est déjà très bon, hein, je dis pas que c'est mauvais, mais par contre, je trouve que je me suis senti de plus en plus accroché au fur et à mesure que la saison Mm. avançait, jusqu'à vraiment adorer les derniers épisodes que j'ai trouvé extrêmement bons. Peut-être, si tu permets, je vais faire un petit détour par qui a créé la série et qui sait, parce qu'on a parlé de Jonathan Nolan et de Ah, Lisa Joy. juste avant, Vas-y. je veux rebondir sur ce que tu disais, parce que je l'ai vu moi je l'ai vu deux fois. En fait, je l'ai vu une première fois tout seul. Et là, comme c'est la période des vacances, mon garçon voulait la regarder. Donc du coup, je l'ai regardé, re-regardé avec lui. Et je me souviens que la première fois, quand on s'en était parlé, toi et moi, on avait regardé les 3 premiers épisodes et effectivement, quand on avait pointé un peu du doigt le rythme qu'on trouvait par moments pas toujours bien équilibré. Mais en revisionnant, moi aussi, je me suis dit, en fait, non, c'est pas un problème de rythme. C'est parce que, notamment dans le premier épisode, on a une impression de vouloir expulser à tout prix l'histoire et le personnage. Mais en fait, si je fais appel à ma mémoire, c'est un peu ce que fait le jeu vidéo. C'est-à-dire que le premier épisode, quelque part, il reproduit l'introduction dans moi, j'ai fait le 1 et le 2. C'est un peu ce qui se passe dans le 1 et le 2. C'est que tu as un problème qui va, pouf, t'éjecter hors de l'abri et tu te retrouves comme balancé dans cet univers-là. Et c'est au fur et à mesure que tu te forces à avancer dans l'univers que, pour moi, Fallout se révèle et devient intéressant en termes de jeu parce que tu t'attaches à l'histoire, tu te retrouves pris dans des problèmes. Et en ça, en fait, ce que je voyais un petit peu comme un problème au départ, ce que tu étais en train de dire, ce côté un petit peu poussif, et qui vers la fin, surtout sur les derniers épisodes, devient où tu commences à te rendre compte de la complexité de l'univers, devient extrêmement intéressant. Et ben en fait, je trouve que c'est une bonne adaptation des jeux, parce que c'est un peu comme ça que j'avais ressenti le premier et le second opus. Et vraiment ce côté au début où tu es un peu, tu sais, t'es un peu, comment dire, t'es un peu chamboulé, t'es un peu bousculé. Je pense que le terme que tu as utilisé était beaucoup mieux. Et d'un seul coup, en fait, l'histoire arrive, quoi. Et oui, donc tu voulais parler de Jonathan Nolan et de Lisa Joy. Oui, qui sont producteurs et qui sont à l'origine du projet, même si c'est pas eux deux qui ont vraiment écrit tous les scénarios. Euh, mais oui, juste je reviens sur dans les choses qui m'ont gêné et qu'on peut dire et qui sont des problèmes de
c'est pas dans la narration la problématique, c'est-à-dire c'est pas dans ce qui est raconté, c'est plutôt la manière dont c'est filmé, où il y a effectivement des très belles choses. Mais par exemple, je vais prendre juste un exemple. Il y a le personnage de Maximus, et notamment, il y a un moment où on voit des armures, des grandes armures, des espèces de robots pilotés par des humains. Et il y a une espèce de champ contre champ, c'est-à-dire que quand on est à l'intérieur de la machine, on voit en gros plan la tête. Et j'ai trouvé que ces plans-là, par exemple, étaient pas vraiment réussis, pas intéressants. Il y avait un truc qui choquait, qui ne marchait pas. Ouais. Et en fait, c'est ça pour moi. Il y a des choses qui ne marchent pas, alors qu'après, effectivement, quand le rythme s'accélère, quand on laisse tomber tous ces gimmicks un peu visuels qui, je comprends pourquoi ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a un côté pour rappeler ou pour montrer visuellement les sentiments, etc. Dès que tout ça s'estompe, ça devient génial. Et pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt des choix de réalisation, de mise en scène qui sont ratés et pas forcément de l'ordre de la narration, même si je suis entièrement d'accord avec toi. Et effectivement, le début du 3, qui est une très longue introduction, se passe plusieurs années dans un bunker et tout. Donc ça, pour moi, je parlais pas forcément en termes de narration. Je parlais en termes d'ambiance de tout l'épisode. C'est-à-dire que oui, moi j'ai trouvé que la narration était un petit peu poussif au début. Mais je suis d'accord avec toi. Visuellement aussi, il y a des moments voilà, où, c'est la mise en scène qui est notamment, poussive par moment, quoi. Et... voilà. Par exemple, bon, on va en parler un peu plus dans la partie spoiler, mais il y a une scène à un moment donné dans une ville de gunfight. Je la trouve poussive cette scène-là. Mais en fait, pour moi, c'est, tu vois, quand tu parles par exemple du chant, du contre-champ, justement, c'est parce que c'est là où je dis qu'en le regardant une seconde fois, ma réflexion a changé en me disant, mais quelque part, je peux comprendre ou je peux justifier ces choix parce que c'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu sais, tu as toujours j'allais dire le prologue, mais c'est pas ça que je veux dire, tu sais, le truc dans la partie entraînement, comment ça s'appelle déjà? Oui, oui, le tuto, mais... Ouais, le dialectique. Donc, qui est là pour t'expliquer comment fonctionne le jeu. C'est le tutoriel, il est souvent poussif, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est ce côté-là. En fait, on te montre comment ça fonctionne à l'intérieur de l'armure, ou plus tard, où ils vont réutiliser la technique, eh ben, ça te choque pas. Tu sais que tu es dans une scène de discussion, que c'est normal parce qu'il a son casque et tout ça. Donc, voilà, pour moi, en fait, ces 3 premiers épisodes, euh, je suis d'accord avec toi quand tu dis ils sont pas mauvais, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que on peut avoir l'impression qu'ils sont, tu sais que qu'ils sont peut-être un petit peu en deçà des autres épisodes de la série. Ben, pour moi, en fait, c'est plutôt parce qu'ils ont j'ai l'impression qu'il y a cette volonté d'en faire le tutoriel pour les 5 épisodes qui arrivent par la suite. Oui, une sorte de bible de la série, mais je sais pas. En tout cas, il y a eu plusieurs éléments comme ça de mise en scène que j'ai trouvé soit ratés, soit peu à propos, et qui Mm. m'ont un peu, voilà, qui ont rendu, je trouve, les premiers épisodes plus difficiles d'accès Ouais. à regarder. Je veux dire, c'était un peu, voilà, il y avait un truc comme ça c'est comme ça que je l'ai analysé en tout cas. Et ensuite, effectivement, c'est la roulade. Alors c'est vrai, je sais plus si tu l'as dit ou si c'est parce qu'on a déjà préenregistré un truc, mais en tout cas, Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy, qui sont un couple de scénaristes très réputés, alors notamment Jonathan Nolan, puisqu'il a écrit quand même Memento, Interstellar, The Dark Knight, etc. Donc, La plupart des scénarios de son frère Christopher. pas tous, hein, 4 ou 5, je crois. Mais en tout cas, il a de plus ou moins été jeté un œil de temps en temps. Il discute. Il y a souvent d'ailleurs un écho qui peut se faire. D'ailleurs, je trouve ça assez drôle que Fallout fasse un peu écho, entre guillemets, à Oppenheimer, qui est le film du frangin qui est sorti cette année, qui a raflé les Oscars et qui a cartonné, qui parle donc d'Oppenheimer, qui est Mm. l'inventeur, le créateur de la bombe nucléaire. Donc il y a un côté, tu vois, jeu Ouais. de miroir. Et oui, mais alors, il semblerait, d'après Jonathan, que ça soit juste circonstanciel. Oui, bien sûr. Il n'y a pas En de... fait, il semblerait plutôt que Fallout a bénéficié des bons retours qu'il y a eu sur la série Last of Us, parce que ça a quand même ramené pas mal de vues à la plateforme Amazon. Donc, Oui, oui. Dans d'après. une interview, il expliquait ça, que le succès de The Last of Us et la manière dont ils l'ont réalisé, notamment
et comme il y a le succès, ça valide, parce que c'est un peu comme ça que ça marche souvent, c'est tu fais des choix, puis il y a du succès, et tout le monde dit « Ah oui, les choix que tu as faits sont bien ». Et donc ça a permis à Nolan et compagnie de justement avoir un peu plus de champ libre pour faire l'adaptation Fallout qu'ils voulaient. Sinon, très certainement que ça n'aurait pas été la même limonade. Donc voilà, donc ce couple-là est très fort. Hein. On retrouvera notamment dans le casting aussi, on en parlera plus tard, mais des acteurs qu'on avait déjà vus, notamment dans Persons of Interest, qui est leur première série, qui est aussi une série d'anticipation. Oui, mais Lost, c'est pas Nolan, mais c'était pour dire qu'ils ont déjà travaillé ensemble, etc. Oui. Et puis on a aussi les deux donc, scénaristes, Graham Wagner et Robert Dworet, qui lui est connu pour avoir notamment fait Captain Marvel et Tomb Raider, donc il est déjà aussi un peu... Alors, donc, le Tomb Raider, le dernier, hein, de 2018, mais voilà. C'est encore moins rassurant. Qui est quand même plutôt correct, on va dire. Mais en tout cas, voilà, c'est des personnes qui ont l'habitude d'adapter à un support préexistant et qui étaient bien là-dessus. Et est-ce que tu veux rebondir sur les créateurs, ou je sais plus où on en allait, mais je me suis perdu. Mais les créateurs sont surtout les deux personnes qui nous ont donné la magnifique série de Westworld. Et Westworld, évidemment. Donc, où on est déjà... Alors, c'est pas une uchronie, Westworld. Tu la classerais plutôt dans quelle catégorie? Non, c'est de la SF. C'est de la science-fiction. Peut-être anticipation, parce qu'on ne sait pas exactement à quel point. Mais qui a un petit côté qui partage quelque chose avec Fallout, c'est l'amour du sable pour Monsieur Nolan, hein, parce que bien que... Et tu vois, pour moi, c'est le truc qui... m'a fait le plus tilter dans cette série. Moi, j'ai trouvé qu'on était parce qu'on est quand même dans du post-apo. Les contrées que va traverser l'héroïne s'appellent les terres désolées. Et c'est pas si désolé que ça. Moi, je trouvais ça plutôt bien clean. C'était plutôt bien propre. J'avais l'impression qu'il y avait un petit gars qui était passé avec son balai avant. Alors que, tu vois, dans Westworld, il y a quand même un côté très sableux. Il y a vraiment ce côté western, tu sais, avec tu t'attends à tout moment donné à voir, tu sais, ces espèces de ballots de paille là qui traversent la rue et tout ça. Ce que tu n'as pas ici. Ici, tu as l'impression, même à un moment donné, tu as une ville qui fait un peu de décharge. Bah, tu as l'impression que tout a été nettoyé, tous les chromes sont bien lustrés et tout. Alors, quelqu'un me disait, oui, mais c'est comme ça dans Fallout 4. C'est-à-dire que c'est dans Fallout 4, tu as un côté très flamboyant. Bon, j'y ai pas joué, mais potentiellement, si c'est ça dans Fallout 4, peut-être qu'il y a une justification qui me manque, tu vois. Mais si c'est pas justifié, moi, ça me pose un souci parce que j'ai du mal avec comment dire, ces post-apo où tout doit paraître propre, tout doit paraître clean, quoi. Et tu sais, tu regardes les Mad Max, même le Fury Road, dans le dernier, c'est pas aussi flamboyant que ça, quoi. Il y a quand même de la saleté qui traîne. Ouais. Là, j'ai une explication, moi. Ok, je termine juste ma phrase, alors je te laisse donner ton explication. Mais moi, par exemple, le costume de l'héroïne qui met 3 épisodes à salir, je suis comme en mode, mais attends, t'es jamais allé à la plage ou quoi? Vas-y, je te laisse donner ton explication. Oui. C'est déjà ce qu'on peut dire, c'est que tu as rappelé que c'est Bethesda. Alors Bethesda a racheté la licence et c'était pas eux les premiers éditeurs du jeu vidéo. Et effectivement, quand Bethesda rachète la licence, ils y influent de plus en plus, et notamment le Fallout 4 qui a été un peu critiqué là-dessus, et surtout sur le tout dernier qui est sorti après, sur le côté satirique. Eux, ils ont amené un côté beaucoup moins, on va dire, un propos moins dur et moins sombre, et ils y ont amené injecté un petit côté satirique. Et je pense que la série va là-dedans parce qu'en fait, c'est typiquement, alors là, je m'avance peut-être, mais c'est la patte que veut avoir Amazon Prime. Un peu comme quand on parle de série Netflix et qu'on est capable maintenant d'en faire, tu vois, un petit listing, de dire c'est quoi une série Netflix. Eh ben, on peut donner les 10 trucs qui font que, ok, c'est estampillé Netflix. Et je pense que Fallout, c'est typiquement le The Boys. C'est-à-dire, c'est un truc satirique avec du trash, mais il faut que ça reste très comics. Et je suis d'accord avec toi que ça fait pas très jeu vidéo quand tu regardes visuellement. Par contre, ça fait très comics.
Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et du coup, pour moi, l'explication, elle est là, en fait. C'est même ça qui est étonnant, c'est-à-dire que ça donne des scènes fabuleuses, donc sans spoiler, parce que c'est dans le premier épisode, tu as à un moment donné une scène de bataille entre différentes personnes, et ça se plante des fourchettes dans l'œil, ça s'arrache des morceaux de gorge, tout ça sur une musique des années 50 qui donne une scène qui est visuellement magnifique, mais même ce côté-là, dans The Boys, t'as un côté crade, un côté qui est dégueulasse. Je veux dire, il y a une scène dans The Boys où, à cause d'un des personnages, il y a tout un tas de poissons et de gros mammifères qui se retrouvent échoués sur la berge et éventrés et tout ça. Ça dégouline dans tous les sens. C'est dégueulasse, quoi. T'es pas là en mode de oh, c'est mignon, il se passe des trucs à l'écran. Ouais. Alors que dans Fallout, euh, j'ai l'impression que oui, il y a du trash, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai laissé regarder à mon garçon, mais c'est un espèce de trash contrôlé, comme si on veut garder la série dans une ambiance un petit peu familiale. Ce que n'avaient pas pour moi les premiers Fallout. C'est-à-dire que les deux premiers Fallout, bah, ça parle quand même d'extermination de peuple, ça parle aussi d'esclavage. Je crois d'ailleurs que là où ça en parle le plus, c'est dans Fallout 3. Même dans le jeu de société, puisqu'il y a un jeu de société qui est sorti, qui est toujours, je pense, chez Fantasy Flight Game, qui parle de tous ces côtés justement de haine entre les différents peuples, de cet esclavage aussi, ces problématiques de drogue et tout ça. On a quand même des thématiques qui sont assez dures, que l'on retrouve dans la série, hein. On retrouve la thématique de la drogue, par exemple. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, on tend vers du The Boys, mais un The Boys édulcoré, même pas au niveau de la série ado The Boys, parce que Gen V, qui se voulait cette série ado dans l'univers de The Boys, elle avait quand même un côté où par moment tu disais, oula, ouais, vous êtes allé loin là dans le trash, que tu ne retrouves pas dans Fallout. Fallout, t'as l'impression que ça reste gentil quand même tout le long, tu vois. Et autre chose, moi, qui me frappe qui m'a frappé dans la série Fallout, que je pourrais mettre dans les trucs négatifs, c'est que j'ai l'impression que rien, euh, que toutes les problématiques qui peuvent arriver aux personnages se retrouvent désamorcées en un rien de temps. Bon, on en parlera dans la partie spoiler, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui perd un membre, pouf, c'est réparé. Tu vois? Il y a pas, tu n'as l'impression que jamais la difficulté n'arrive, et je trouve ça un petit peu dommage, surtout que pour moi, la grosse réussite vraiment de cette série, le truc qui m'a fait accrocher du début jusqu'à la fin, c'est le personnage donc, qui est campé par Ella Prunelle, c'est-à-dire Lucie, le personnage principal, parce que je lui retrouvais ce côté qu'il y avait dans Fallout 1 et Fallout 2, de l'habitant d'abri qui sort et qui est complètement naïf face à ce monde. Et au moment où le plus caricatural, et là je suis désolé, je rentre un petit peu dans la partie spoil, mais bon, ça arrive au deuxième épisode, donc ça va, où même elle va arrêter littéralement une scène de gunfight pour prévenir la personne d'en face que s'il continue, qu'il persévère, elle va devoir employer la force, tu vois. Et tu sais, tu te dis, ben, justement, tu sais, de montrer la dureté de la vie à ce personnage-là, ça aurait eu quelque chose d'intéressant, mais tu as l'impression que la série veut pas aller là, Non, qu'elle veut rester. c'est une satire. Voilà, elle veut rester dans le. Ouais. Oui, vas-y. Comme c'est une satire, forcément, c'est pas ça. On n'est pas face à The Last of Us où c'est le chemin et la transformation des personnages qui comptent par ce qu'ils vont vivre, par le monde, par les autres humains, on va dire comme ça, plus que par le contexte. Là, Fallout, certes, elle a une évolution, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la satire, et c'est d'ailleurs plein de scénettes, en fait, à laquelle on assiste, que ce soit la visite d'un autre, d'autres abris, ou d'autres villes, ou d'autres personnages qu'on croise, qui sont plus ou moins... c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas tant un monde ravagé, comme on pourrait le voir dans Last of Us, où tu sens que les personnages, ils ont vécu, que ce qui s'est passé, ou même un Walking Dead des meilleures saisons, tu sens que le but, c'est de faire souffrir les personnages, et c'est de montrer que tous les gens que tu croises, ils ont vécu cet apocalypse. Là, on a l'impression que les gens n'ont pas vécu l'apocalypse, parce qu'en fait, ce qu'on veut parler, c'est de
notre société actuelle. Et comme c'est sous le ton de la satire, effectivement, je suis d'accord avec toi que tout le reste est un peu Mais, balayé, quoi. Comme le ouais, mais désert. cette satire-là est plutôt bien amenée. Ah, Elle bien est sûr, oui, plutôt oui, bien sûr. bien faite. L'ambiance est extraordinaire parce que, bon, là, depuis tout à l'heure, vous avez peut-être l'impression que je critique la série que j'ai pas aimée. Non, en fait, je l'ai vraiment appréciée pour ce côté, justement, satire. Mais pour moi, je me suis retrouvé, comme il y a quelques années de ça en arrière, quand on avait deux séries de zombies qui cartonnaient, à savoir d'un côté Walking Dead et de l'autre côté, je sais pas si tu avais vu cette série qui s'appelait Z Nation. Hmm. Bon, bah voilà, pour moi, Fallout, c'est la Z Nation du post-apo. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une série où t'as du gore, du burlesque qui se mélange, qui en font une satire. Et je trouve ça dommage parce que la série apporte tellement de trucs super intéressants, notamment tous les flashbacks dans le passé qui sont, à mon sens, sont géniaux. Même au bout d'un moment, c'est quand on s'était parlé, toi et moi, il y a ces flashbacks, ces flashbacks, mais parce que la série ne suit pas que le personnage de Lucie, on va suivre aussi son frère qui est, lui, est resté dans l'abri. Mais tu vois, même cette partie-là, je l'ai trouvée super intéressante, mais ça dénote tellement de la trame principale qu'à un moment donné, je trouve la série bien, mais je trouve que malheureusement, s'il y avait eu le choix d'être un petit peu moins dans la satire, on aurait pu avoir le Walking Dead du post-apo. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on reste cantonné à du Z Nation parce que, et j'ai beaucoup apprécié, hein, moi, Z Nation, je me suis marré jusqu'au bout, quoi. Mais voilà, avec Fallout, je me suis juste marré. Et ma déception, elle est juste que, bah, en fait, peut-être que c'est moi qui suis resté bloqué avec Fallout 1 et 2 et qui n'ai pas pris le train de la satire. Parce qu'il y a de la satire hein, dans Fallout 1 et 2, il y a des moments qui sont assez drôles, il y a le Pip-Boy qui te sort par moments des trucs où tu es en mode mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que je vis avec ce jeu, et qui sont juste géniaux. Mais le jeu reste assez sérieux et moi, c'est un jeu qui m'a marqué parce parce qu'il y avait ces enjeux je veux dire, à la fin du 1, quand tu dois faire le choix final entre sauver ton abri ou conquérir ton abri, ben, c'est un choix qui se pose là, tu vois. Moi, j'avais fait ma petite sauvegarde avant et j'y ai réfléchi avant d'y répondre, tu vois. Classique. J'ai pas fait tout le temps, j'ai pas toujours fait ça dans tous les jeux, tu vois. Parce que, voilà, tu avais vécu quelque chose au travers de cette aventure. Là, Fallout, je l'ai regardé, je l'ai trouvé très chouette, j'étais trop content de la visionner. Mais je t'avoue que par contre, une fois que j'ai fini la série, je l'ai re-regardée parce que mon fils voulait la regarder, mais je suis très vite passé à autre chose. Tu vois, je suis pas resté. En fait, je suis resté un petit peu sur la série parce que là aussi, c'est quelque chose d'assez positif, comme je le disais. Elle apporte des éléments par rapport à l'histoire. Donc, je suis allé voir des vidéos à droite, à gauche, c'est pour voir ce que les gens disaient un peu sur les théories et tout ça. Mais après, un ou deux jours après, j'étais passé à autre chose. Tu vois. Par contre, le fan service, j'ai aussi l'impression, je sais pas si tu l'as ressenti toi, pour moi, il y a des moments où ça dessert la série. C'était comme l'impression que il fallait qu'on te place tel objet pour faire, vous avez vu, on vous a mis ça. Donc, bah, on en parle un petit peu plus dans la partie spoil, mais des fois, un peu moins de fan service dans les séries, ça serait pas mal. Hein. Je pense que on n'est pas obligé tout le temps de nous montrer les objets pour reconnaître l'univers, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, moi, alors, je suis d'accord de manière générale avec ce que tu viens de dire, mais là, j'ai trouvé que ça ne m'a pas desservi. Alors, une fois de plus, comme j'ai pas fait tous les jeux, que je suis pas un fan des jeux, il y a très certainement les trois quarts des fanservices que je n'ai pas vus ou compris. Donc, du coup, ça n'a pas pu me perturber. Malgré tout, ceux que j'ai reconnus, j'ai trouvé ça assez intéressant. On peut parler d'ailleurs du début de l'épisode 1 qui est très clairement Ok. une scène jeu vidéo où elle est là, où elle décrit ses aptitudes qui sont en fait comme si tu mettais tes points d'aptitude dans un RPG, enfin d'un jeu de Oui. rôle. Donc voilà, il y a des gimmicks comme ça que j'ai trouvé pour le coup Mais bienvenus. le premier épisode, c'est une intro de RPG. C'est C'est ton ça. personnage, il est prêt, t'as ta préhistoire et t'as la raison pour laquelle t'es éjecté du truc. Mais écoute, je te propose qu'on rentre dans la partie spoil. Vas-y, vas-y. On n'y est pas encore les gens. Vous savez que nous, on peut parler des heures pour ne rien dire. Donc, si vous avez tenu jusque-là, faites un pouce bleu. Tu Euh, voulais rajouter quelque chose? oui, on parlait tout à l'heure, tu disais oui que ça faisait un peu... c'était pas une série ado, mais c'était quand même plus édulcoré qu'un The Boys. Et je voudrais Oui. revenir vite fait sur... Hop, qui a l'article de Variety, donc qui a sorti les infos officielles, comme quoi donc la série Fallout
en 2 semaines, a fait plus de 65 millions de vues, ce qui en fait très certainement officiellement la deuxième meilleure série d'Amazon Prime, mais officieusement la première, puisqu'en fait, celle qui était devant, c'était Les Anneaux de Pouvoir, qui avait fait 100 millions, je crois, au bout de 3 mois, alors que là, c'est seulement en 15 jours les 65 millions. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle alors j'allais dire le watch time, c'est pas vraiment le watch time, c'est le taux de complétion, c'est-à-dire c'est comme ça que se calcule aussi le renouvellement des séries très souvent. C'est-à-dire que les séries qui sont dans le top 10, par exemple si on prend Netflix, sont pas forcément renouvelées parce qu'elles ont été dans le top 10, mais parce qu'il y a un taux de complétion élevé. Le taux de complétion, c'est est-ce que les gens regardaient jusqu'au bout. Et là, en fait, pour les Anneaux de Pouvoir, on sait que c'est 50%. Hein. Une personne sur deux n'a pas été jusqu'au bout de la saison 1. Donc, ce qui veut dire aussi que c'est un gros échec en Et je réalité. comprends pourquoi. Voilà, donc les gens abandonnés. Donc on n'a pas encore le taux de complétion de Fallout. Malgré tout, on peut déjà dire que c'est un énorme succès. Et l'autre chose, donc je revenais sur ce que tu disais au sujet du public ciblé. Eh ben, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des gens qui ont regardé sont des jeunes adultes de 18-34 ans, ce qui déjà peut-être va contredire aussi le fait que nous, on a plus de 34 ans et qu'on a connu les jeux. Donc peut-être que aussi les gens qui ont regardé la série ne sont pas forcément des adeptes ou des connaisseurs du jeu vidéo. En tout cas, peut-être qu'ils connaissent la licence, mais pas forcément qu'ils l'ont... Je dirais plutôt ils connaissent les derniers jeux, au au moins moins. les plus récents, ouais. Ils doivent au moins connaître le 4 et tout ça. Mais Ouais. oui, et c'est dans le même article où ils disent que ça fait d'ailleurs augmenter les ventes de Fallout 4. Alors, j'ai un autre article, mais juste pour finir sur les chiffres. Ils Vas-y, disent vas-y. que 60% de l'audience vient en dehors des États-Unis, et notamment l'Europe, comme la France, etc. Donc, c'était assez intéressant. Et sinon, c'est BFM qui nous sort le chiffre. Donc, les ventes de Fallout 4 suite à la série Amazon ont bondi de 7500%. Voilà. Autant dire qu'il y a un impact. On l'avait vu déjà avec The Last of Us. On se pose souvent les questions sur les adaptations où on dit oui, il y a quand même une paresse de certains créateurs de contenu, fournisseurs de contenu, etc., à toujours reproduire les licences. Malgré tout, il y a un intérêt aussi économique pour à qui appartient ces licences et qui font quand même générer des ventes monstrueuses, quoi. Mais toi qui suis beaucoup plus, de façon plus assidue que moi, les news du jeu vidéo, est-ce qu'il y a eu un remake de l'épisode 4? Parce que pour Last of Us, il y avait un remake qui est arrivé quasiment presque en même temps que la série, là, sauf que bon, il y avait un remake qui était buggé. Il n'a pas fait forcément parler de lui en positif, quoi. Mais pour Fallout, est-ce que c'était le cas aussi? Non, par contre, je crois avoir vu passer l'histoire d'un mode qui permet, alors je sais pas si c'est un mode officiel ou pas, j'avoue que je me suis pas renseigné plus, mais d'un mode qui permet d'avoir, je crois, parce que Fallout 4, il me semble que c'est un jeu qui était sorti sur ancienne console et vieux PC, et je crois que voilà, il y a un mode qui le permet de le rendre un peu next-gen, quoi, un peu plus correct. Il me semble avoir vu passer ça. En tout Est-ce cas, que tu voilà. veux est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on passe à la partie spoil? Oui, je voulais qu'on revienne avant d'aller dans la partie spoilers. Il veut pas qu'on spoil. Bah, en fait, il y a énormément de choses à dire. Vas-y, vas-y, Avant. vas-y. Vas-y, Notamment, vas-y. on n'a pas parlé du casting. Parce que le Oui, casting, on l'a abordé comme ça, mais je veux dire, oui, le euh, je, casting est fabuleux. je pense que ouais, Le- le casting est fabuleux. Alors Bon, évidemment, Ella il y a Purnell, quand même, oui, non, il faut quand même parler de celui qui vole la vedette à tout le monde. Et j'ai la regardé goule. sur Internet. Oui, tout le monde est d'accord Celui là-dessus. qui nous a mis la goule. Monsieur Walton Goggins, ça faisait longtemps, parce que je pense que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans The Shield. Et après, je l'ai Ah vu oui. faire quelques apparitions dans quelques films et dans des rôles pas terribles. Mais là, on lui donne la place qu'il faut et il crève l'écran. Dans The Shield, il était déjà extraordinaire. Moi, Oui. j'ai versé ma petite larme quand il est mort. Et là, Ah, dans le personnage. Alors, je t'avoue que le personnage de la Goule, au début, j'étais un peu comme. Hein parce que je sais pas, l'introduction. Même en le regardant, j'ai fait comme. Je sais pas. Mais en fait, plus le personnage avance, plus il est super intéressant et il rend alors, la Goule, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Fallout, en fait, ce sont des humains qui ont été irradiés. Et il y a deux types de ghouls. Il y a les ghouls sauvages et celles qui ont été capables de garder leur humanité, souvent grâce à l'utilisation de certains produits. Et là, lui, il rend
cet être complètement humain, c'est fabuleux. Il est extraordinaire. Et en plus, c'est lui qu'on suit dans les flashbacks. Donc, voilà, ça pourrait être lui. La série pourrait tourner autour de lui. Mais non, heureusement, il y a aussi Ella Purnell parce qu'elle est extraordinaire. Euh, Moi, je l'avais essentiellement vu dans le film qui n'est pas un chef-d'œuvre de Zack Snyder, c'est-à-dire Army of the Dead, qui est dans les pires films du réalisateur. Mais je trouvais qu'elle s'en sortait plutôt bien. Moi, j'ai un petit plaisir coupable avec ce film. Et moi, j'ai découvert Aaron Moten et je l'ai trouvé juste génial dans ce rôle très crédible de l'écuyer qui se retrouve dans la peau du chevalier. Les trois personnages sont intéressants. Les trois personnages, j'avais envie de les suivre. Et j'ai aussi bien apprécié Moïse Arias, je n'ai pas trop écorché son nom, j'espère, qui joue le frère donc, de Ella Purnell dans le bunker, parce que c'est un personnage au début où tu sais pas trop où ils vont aller. Parce qu'il est un peu présenté comme un couard, mais à un moment donné, il y a un des personnages qui va dire à son sujet que les personnes intelligentes sont plus dangereuses que les autres. Et en fait, tu te rends compte que, ben oui, quelque part, il peut être problématique pour l'histoire dans laquelle il est, quoi. Et le personnage se découvre, et l'acteur aussi, je l'ai découvert avec la série, donc voilà, 4 personnages centraux très très bien. Des personnages secondaires, il y en a certains qui sont un peu caricaturaux et tout ça, mais j'ai trouvé plutôt sympa. Il y a personne que j'ai trouvé dérangeant en fait dans la série, même les deux propriétaires du magasin dont on parlera dans la partie spoiler, même eux, ça allait, ça faisait un peu Dumb et Dumber, mais je trouve que ça colle un peu à l'univers. Voulais-tu rajouter quelque chose par rapport au casting? Bah, j'aimerais déjà dire quelque chose avant de rajouter. Voilà, Euh, c'est parce que j'ai pris toute la place. oui, oui, oui. Oui, oui, non, Walton Goggins, qui est extraordinaire, qui est vraiment... Bon, on le sait déjà, je veux dire, dans tout... Enfin, il a déjà une carrière longue comme le bras comparé à d'autres. Moi, effectivement, je l'ai connu avec The Shield, où c'est le personnage, je pense, qui arrive à voler la vedette dans The Shield. On aime ne pas l'aimer, c'est quelqu'un qu'on aime détester dans The Shield. C'est aussi un des personnages principaux de Justified, qui pour moi est une excellente série. Et pareil, il arrive une fois de plus à s'accaparer de par sa prestance. Alors il y a aussi l'écriture qui fait ça. Quand on sert un bon rôle à un bon acteur, forcément ça fait des miracles. Mais là, je trouve que ouais, dans Fallout, il vole toute la vedette. Ouais. C'est-à-dire que aussi bien de par son personnage, la texture, que la manière dont il le joue, à la western, puisqu'il c'est quand même un habitué des westerns. Il a notamment joué dans les films de Tarantino, où il est assez connu là-dessus. Justified, qui est une espèce de western moderne, polar urbain, donc qui est pareil, très bien. Effectivement, Ella Purnell, que moi je connaissais de Yellow Jackets, qui est une série que j'aime beaucoup. Et ça m'a fait bizarre d'ailleurs de la voir dans Fallout, parce qu'elle n'a pas la même couleur de cheveux, en fait, etc. Il y a même dans la personnalité, il y a des choses qui changent. Et du coup, c'est très agréable de... Moi, j'aime bien quand les acteurs ou actrices, justement, même s'ils peuvent rester dans le même registre, c'est-à-dire, si on prend Goggins, c'est un peu un méchant à chaque fois, en tout cas un personnage trouble. C'est jamais le héros principal au grand cœur, c'est toujours quelqu'un un peu dangereux. Elle, Oui, parce il a le faciès. Tu sais, ouais, t'as des types comme ça, ils ont la gueule pour. T'arrives pas à leur donner des rôles de gentils, tu vois. c'est ça, alors que je pense qu'il serait tout à fait crédible, mais c'est vrai qu'il a ce Oui. côté, il a un charisme négatif, comme on pourrait Et dire. souviens-toi de la réaction que t'as eue la première fois que t'as vu De Niro dans un rôle de gentil, tu vois. Oui, oui, je sais pas. Déjà, Ça- dans un bon rôle, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc... Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je viens de cracher sur le cinéma, excusez-moi. Et donc, oui, et la Purnell, moi, j'avais déjà dans Yellow Jacket, ça faisait partie des personnages, cette espèce de Jackie qui est détestable aussi, mais qu'on aime détester, en fait. Moi, j'aime bien ça dans les séries, les personnages un peu sirupeux, un peu... tu sais, ils sont tellement bons que tu arrives à un moment à les détester pour ce qu'ils sont dans la série. Oui, mais toi, t'es bizarre. Ouais, ouais. Et donc, je trouve que dans Fallout, pareil, elle arrive à rendre crédible aussi bien l'innocence de ce personnage complètement en décalage
aussi bien avec notre monde finalement que le monde extérieur de l'abri. Donc je trouve qu'elle arrive très bien à rendre ça crédible, sans jamais tomber, parce que, on l'a dit, c'est une série satirique, et c'est vrai que le piège, aussi bien dans l'écriture, mais aussi bien dans l'interprétation, c'est le moment où tu passes cringe, tu sais, où tu rates le coche et ça devient plus du tout crédible, et on sort de la série. Et je trouve que Mm. tous arrivent toujours à avoir la bonne mesure pour être jamais trop en décalage avec ce qu'ils doivent amorcer. Ça reste toujours crédible, même quand c'est absurde, même quand c'est satirique ou cynique, ça reste toujours crédible, on ne sort jamais. En fait, ça nous fait jamais décrocher en disant « Ah ouais, non, mais là, ils ont poussé le bouchon trop loin. » Non, non, au contraire, parfois même, on se dit « Il pourrait pousser un peu plus le curseur qu'on serait pas trop mécontent. » Et puis, il y a, moi, Il y a des personnages qui sont pas forcément bien poussés, j'ai trouvé en termes d'écriture. ouais, Tu vois, par exemple, ils ont encore de la marge, je pense, ouais. voilà, Lee Moldaver, par exemple, qui semble pourtant être un personnage assez important, hein, elle est mentionnée dès le premier épisode. Bon, bah, au final, quand la révélation arrive à la fin et tout ça, t'es un peu comme. Alors, tu dis peut-être t'en sauras un petit peu plus Hmm. dans les autres saisons, mais oui, t'as des personnages qui n'ont pas la profondeur, en fait. Et c'est pas que les acteurs n'arrivent pas à incarner les rôles, c'est plutôt que ça manque un petit peu de profondeur. Soit parce que bah, en fait, le personnage n'a pas besoin d'être présent plus que allez, va 10 minutes à l'écran, soit parce que ils ont préféré se concentrer sur autre chose. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu dommage, tu vois. Et ce qui est le cas du personnage donc qu'on voit dans le premier épisode, hein, qui est le père de Ella Purnell, donc de Lucy, Oui. qui est donc joué par Kyle MacLachlan, et qui est pour moi voilà, un acteur qui, en plus, on peut faire le lien, puisqu'on est en période cinéma où Dune 2 a fait beaucoup parler de lui, et donc Kyle MacLachlan incarnait Paul Atreides dans le Dune de 1980, des années 80 et de David Lynch, mais c'est surtout un des acteurs, alors, lui aussi il a une carrière énorme, mais on peut dire qu'il est très connu pour notamment son rôle dans Twin Peaks. Euh, Oui. et ce qui est marrant, parce qu'il y a un petit côté un peu Twin Peaks dans Fallout, il y a un petit côté où il y a des choses un peu étranges, un peu bizarres. Alors pas dans la narration, attention, hein, c'est pas du tout une série à... Mais dans les jeux, il y a des trucs vraiment bizarres, hein. Je crois même Ouais, que, ouais, si je me bêtise, dans les jeux, il y a des extraterrestres, il y a vraiment tout qui se retrouve mélangé dans cet univers. c'est ça. Et je trouve que visuellement, on a un petit côté Ouais. comme ça où on est. Je parlais de Twin Peaks parce qu'il y a une galerie de personnages, quoi. On l'a dit tout Oui. à l'heure, atypique. Et ce qui est un peu Twin Peaks, chaque personnage que tu rencontres dans cette série est un personnage atypique. Et puis pour les un peu plus jeunes ou plus vieux, je ne sais pas comment dire, qui n'ont pas connu Twin Peaks, c'est aussi Sex and the City, où il a, voilà, c'est un personnage voilà, qu'on aime bien. Donc j'étais content. Enfin voilà, il y a un J'ai pas regardé casting très Sex and the solide. City. Et voilà. J'ai pas suivi Sex and the City, c'est ça que Oh je veux là dire. là. Oh là Non, là. Nous allons non. pouvoir spoiler. On peut spoiler, parfait. Alors, tout à l'heure, tu parlais du fan service qui, toi, t'avait pas choqué. Alors, moi, il y a vraiment une scène où ça m'a frappé. C'est la scène où on va voir pour la première fois ce professeur qui est donc joué par, j'ai oublié son nom, l'acteur qui était dans Person in Interest et dans Lost, Ah, euh, Michael Emerson. Michael Emerson, voilà. Donc, on a ce professeur donc, qui est joué par Ah oui, Michael j'en ai Emerson, pas parlé. mais qui, de toute façon, on le voit que pour un épisode. Là, on est en partie spoiler, on peut y aller, il n'y a pas de souci. On en aurait voulu plus parce que là aussi, on a tout un acteur, quoi. Mais il y a une scène où il s'enfuit d'une base, ok, donc tu vois tout son plan et tout. Et à un moment donné, il s'enfuit avec un chien qu'il a élevé et tout ça. Il est sur les derniers pas de la base. Et là, il se retrouve surpris, nez à nez, avec une tourelle qui est quand même armée de deux sulfateuses. Et il va se mettre à courir avec deux sulfateuses qui le mitraillent et qui tirent aussi bien que les Stormtroopers de Dark Vador. Et là, tu es vraiment en mode de cette scène, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et la scène, pour moi, elle est juste là pour faire aux fans de Fallout, hey, vous vous souvenez de cette tourelle? Vous la revoyez? On l'a mis, elle est là, elle est là. Elle est inutile. Elle ne sert à rien. Elle n'a aucune implication.
Et elle rend juste le moment complètement absurde. Et c'est même pas drôle, c'est juste absurde. Parce que tu le vois courir. Ok, non, j'aurais pu m'en passer. Très honnêtement, moi, cette scène-là, je m'en passais, tu vois. Pareil, le moment, justement, là, toujours à la fin de cet épisode, quand elle sort la fameuse épaissie. Oh, regardez, on a mis l'épaissie dans le. Bah, ouais, d'accord, ok. Bon, voilà. Parce qu'il faut qu'elle lui coupe la tête. D'ailleurs, moi, c'est une question que je me suis posée. Parce que l'une des intrigues, en fait, c'est que. Il y a plusieurs intrigues dans la série. Mais l'une des intrigues, c'est justement amener cette espèce de petit réacteur. C'est un petit réacteur hein, qu'il a dans le cou. Je ne sais plus comment ils appellent ça comme type de réacteur. Donc, il a caché un petit réacteur dans son cou. Et donc, elle se retrouve à devoir balader sa tête. Et donc là, on a cette scène où elle va lui couper la tête parce que lui peut plus la suivre et qu'il décide de se donner la mort en utilisant du cyanure pour lui faciliter la vie. Sauf que moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi, parce que ça, c'est jamais expliqué, pourquoi il cache ce réacteur-là dans son cou. C'était quoi l'idée? Pourquoi il l'a pas caché, je sais pas moi, dans un bras, dans le paume de sa main, un truc plus facile à transporter, tu vois, même un pied. Bon, encore heureux qu'il l'a pas mis dans le pied, parce qu'à un moment donné, il se le fait carrément arracher, tu sais. Mais tu vois, il y a ces petits moments un peu de fan service qui, pour moi, ne gâchent pas la série, tu vois, mais sont pas forcément utiles. On aurait pu très bien passer à côté et c'est pas grave. Il y a d'autres fan service, c'est comme des petits objets qui sont dispersés un peu dans le décor, qui, à mon sens, sont plus intéressants pour les fans qui vont faire des pauses sur image et tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme par exemple l'histoire du pouce que va raconter donc le personnage de la Goule alors qu'il est encore humain, qui est, je crois, je sais plus si c'est raconté dans Fallout 1 ou Fallout 2, mais ça, c'est l'explication de pourquoi il y a le personnage je sais pas comment il s'appelle, le petit personnage de la petite enseigne de Fallout. Euh, Euh, j'ai oublié aussi. Billy Boy, je crois, quelque chose comme ça, je Mm. sais plus. Mais pourquoi est-ce qu'il fait le pouce comme ça? Parce qu'il y avait à un moment donné une espèce de théorie, une espèce de croyance que si tu arrivais à cacher le champignon nucléaire avec ton pouce, bah tu pouvais t'enfuir. Mais si tu pouvais pas, bah tant pis. Et ça amène cette scène dans le premier épisode qui visuellement est magnifique, mais qui pose plein de questions pour le reste de la série, de l'explosion, la toute première explosion qu'on voit là. Donc on retrouve le personnage de la Goule avec sa fille, ils sont à une fête d'anniversaire et tout ça. On se rend compte que lui, bah, c'est un acteur un peu déchu qui finit par faire des numéros de spectacle dans des anniversaires. Et on voit la première bombe exploser sur Los Angeles et lui qui s'enfuit à cheval, tu sais. Et il s'enfuit sur les corniches de Los Angeles et tout ça. Et la scène est magnifique. Mais là, à ce moment-là, tu dis le mec a aucune chance de s'en sortir, quoi. Parce qu'en plus, la route a l'air d'aller, tu sais, de zigzaguer vers la bombe. Tu sais, tu te dis, mais il va même pas dans la bonne direction, tu vois. C'est c'est là où des fois il y a des petits moments visuels qui sont super beaux, mais qui soulèvent des questions où, en termes de choix, est-ce que je sais pas, tu vas me dire je pignaille. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train de pignailler parce qu'au final c'est juste une scène dans la série, ça gâche en rien, tu sais. Mais c'est là où je trouve que la série, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la comparaison à Z Nation. La série aurait pu être un beau diamant, mais au final, ça reste une pierre quelconque, tu vois, parce que ça n'a pas été bien poli. Je sais pas si tu vois ce que j'essaye de dire, tu vois. Ouais, moi, ça m'a pas du tout choqué ni dérangé, en fait, que ce soit ces passages-là, même si je suis d'accord avec toi, qui n'apportent rien de plus que satisfaire les fans. Mais en fait, pourquoi pas? Tant que ça nuit pas, en fait, à l'ensemble, et que c'est des petits moments comme ça, moi, ça m'allait très bien. Et je trouve, ouais, cette scène d'introduction très, très bien faite aussi. Et alors, je suis pas d'accord avec la comparaison avec Z Nation, parce que Z Nation est plutôt une série B, et qui veut pas aller plus loin que ça dans ce qu'elle raconte, là où c'est pas vraiment satirique, là où Fallout n'est pas une série B, très clairement, ni dans ni dans les moyens qu'elle a mis, ni dans la manière dont elle le raconte, puisqu'une série B euh, c'est quand même années 80 et pas très bien écrit, ce qui est très bien. Enfin, j'aime bien Z Nation aussi, hein, mais je l'aime bien pour ça, pour son côté justement B, voire, alors j'allais dire Z, mais pas vraiment, mais presque. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Enfin, il y a tout un lien, etc. Moi, ce que j'ai aimé dans toute cette histoire, en fait, c'est justement le passé. Je trouve ça génial, en fait. Et c'est pour ça que je dis que la deuxième partie de la saison m'a plus intéressé,
parce que là, pour le coup, on a presque mis de côté, alors je dis presque parce qu'il y a encore des lignes narratives que j'ai trouvées inintéressantes et dont je n'ai ni compris l'intérêt, autant sur la ligne de euh, qui, euh, qui est Voltec, qui est Cooper, la goule, quel est le personnage, les personnages qu'on suit, que ce Mm. soit, merde, tu l'as dit, la révolutionnaire ou le Alderer. père. Ouais, voilà. En fait, toute cette histoire-là est vraiment géniale. Et notamment ce qui se passe avant, en fait, avant la bombe atomique. Moi, en fait, c'est presque plus ça qui m'aurait intéressé, plus que tout ce qui se passe après, en fait, après la sortie de l'abri, où je trouvais ça cool et tout. Mais vraiment, j'ai été plus accroché par suivre tous les personnages. Une fois de plus, hein, Goggins fait le rôle, donc il est très présent, il est très intéressant. Son personnage est vraiment très intéressant. Et, et tout ce côté de... Il aurait presque pu y avoir une série préquelle de Ouais, Fallout. en réalité, Ouais. j'avoue que j'aurais presque, je dis bien presque parce que c'est pas le propos de la série, mais j'aurais presque aimé ça en fait. S'ils avaient sorti une série Ouais. préquelle sans nous dire que c'est Fallout, j'aurais presque aimé plus ce sujet-là. Parce que j'ai trouvé que c'est la ligne directrice la plus intéressante. Alors évidemment qu'il faut le futur parce que c'est les allers-retours entre qui a fait quoi et comment on en est arrivé là qui est Mm. intéressant. Mais tout ce qui est annexe, tu vois, la visite d'autres abris, même si je comprends le pourquoi, et Mais c'est parce que. l'intrigue du frère, par exemple, bah tout ça, Mm. c'est du trop. Même finalement, Mais- l'armée, les frères machin, Ah, la confrérie voilà. de l'acier. Ouais, même ça, tu vois, la confrérie de l'acier, je l'ai trouvé incompréhensible. Je trouve qu'elle n'arrive pas à se marier à tout le reste. On sent qu'ils l'ont mis parce qu'il fallait le mettre. On sent que, pour moi, tu vois, c'est plutôt une ligne directrice qui va être importante pour la suite, mais C'est là qui... où je m'en allais. Ouais. C'est là où en fait, c'est là où on se rend compte que la série s'adresse parfois un peu trop à des gens qui connaissent l'univers. C'est-à-dire que, tu sais, tu parles de l'abri et tout ça. C'est-à-dire que l'épisode où ils rentrent dans un abri, où ils se rendent compte qu'il y a des mutants dans l'abri, tout ça, il Hmm. fait suite Le à 4. ouais, il fait suite à la découverte. C'est le 4 ou c'est le 5? L'abri Non, moi je 4. parle de l'abri 4. Oui, ok. Oui, oui, non, c'est le 6. Je crois que même c'est l'épisode 6 ou Ah, 7, je sais plus. peut-être. Oui, oui, on est sur la fin, elle vient de le retrouver, donc je crois que même c'est le 7, c'est l'avant-dernier épisode. Bon, bah, tout ça, il fait suite à la découverte de Shady Sands qui a été bombardée. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a d'autres bombes qui ont été larguées, et quand tu connais l'univers de Fallout, quand ils arrivent devant cette pancarte de Shady Sands, ça fait tilt. Parce que la première chose que tu fais, c'est ah purée, mais là, les débris que je vois là, c'est la capitale de la nouvelle République de Californie. Nouvelle République de Californie qui tient un rôle très important dans Fallout New Vegas, puisque c'est elle qui est opposée à la confrérie de l'acier. Et là, donc la présence de la confrérie de l'acier, elle est aussi importante. Parce que tout ça, en fait, c'est là où je dis que des fois, pour moi, je suis un petit peu moins d'accord je dis pas qu'elle est inaccessible si on ne connaît pas l'univers de Fallout, mais j'ai vraiment cette impression que la série, par moment, elle oublie qu'elle parle aussi à des gens qui ne connaissent pas cet univers. Et quand tu te rends compte que tout ça, c'est dû à une femme qui est sortie d'un abri et un mari jaloux qui voulait la faire revenir, tu te dis, waouh, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux en savoir plus. Et là c'est là où la série elle fait un peu plouf parce que tu vas devoir attendre la seconde Oui, c'est saison pour saison 2, avoir ces clairement. informations. Voilà. C'est pour avoir ces réponses-là. Et là, les réponses ont l'air elles ont intérêt à être à la hauteur du suspense qu'elles ont créé, quoi. Par contre, il y a des trucs qui te sont lâchés, comme le fait que potentiellement, c'est Vodtech qui a fait larguer les bombes aux États-Unis sur leur propre pays pour faire accuser la Russie. La révélation, je pense qu'il y a plein de joueurs Enfin, de c'est pas Fallout. Voltec, hein, c'est le conglomérat de tous les... Oui, mais c'est quand même une représentante de Voltec qui lâche l'idée. Oui, bien sûr. Alors là, je pense que tu es sur une information que la plupart des fans des joueurs de Fallout, ils étaient en mode comme waouh, attends, qu'est-ce que je viens d'apprendre là? Parce que ça, c'est une question qu'on se pose depuis un petit moment. Qui a appuyé le premier
sur le détonateur. Et c'est même fou parce que tout ça, là, tout ce scénario-là, ça colle tellement bien à l'univers de Fallout parce que Fallout, c'est un jeu qui est bloqué dans son univers dans les années 50. On le disait, même si la technologie a Oui, c'est évolué, rétro-futuriste, ouais. c'est rétro-futuriste, mais c'est aussi dans les idées. C'est-à-dire que Mm. t'as un moment donné, tu as une scène dans le passé, donc avec le personnage de Walton Goggins, qui est un acteur qui joue un shérif dans un film où il flingue un gars, et il le flingue en le traitant de pourriture communiste. Oui, oui. Oui, la guerre froide s'est jamais arrêtée. Oui, c'est ça. Mais t'es dans un western. Et tu dis, mais attends, les communistes, le western, c'est Ouais. mauvaise ambiance, tu vois. Mais pareil, dans le passé, t'as tous ces environnements, ces discussions qui sont géniales, où il apprend qu'il y a un de ses collègues qui s'est fait virer parce qu'en fait, il s'est avéré que c'était un rouge et tout ça. Tu sais, t'as vraiment cette ambiance chasse aux sorcières, marcartisme qui est là, qui dans le passé est vraiment très cool. Et au final, toute cette théorie que potentiellement les Américains auraient pu à un moment donné se larguer une bombe sur eux-mêmes et faire accuser les Russes, c'est une théorie qui semble avoir eu lieu dans certains milieux complotistes où certains pensaient que les États-Unis seraient capables de faire ça pour remporter la guerre froide, tu vois, pour faire bombarder l'URSS par tous les autres pays, tu vois. Donc, je suis même pas sûr que, parce que ça fait longtemps que j'ai pu regarder le jeu, mais tu avais un épisode, je crois que c'est Command and Conquer 3, Alerte Rouge. Je suis même pas sûr que c'est même pas le scénario de base, tu vois, où il y a une histoire de bombe nucléaire qui est lâchée sur un des deux pays, et c'est le pays qui accuse l'autre qui en fait a lâché la bombe. Oui, oui, mais là, Mais c'est pas par idéologie politique, c'est par profit. oui, là Ce c'est qui est par le profit. cynisme de notre époque où ce sont des grands groupes qui dirigent le monde et qui sont Voilà. un peu capables de faire la même chose, pas avec une bombe atomique, mais avec des bombes numériques. Et je pense que du coup, la série est terriblement Voilà. à propos, C'est quoi. c'est là où, pour moi, je fais la comparaison avec Z Nation, c'est-à-dire que la série aurait pu aller tellement plus loin, tellement être mieux polie, mieux basée sur son passé. C'est-à-dire que elle n'était pas obligée de ramener le cynisme des années 50 à notre cynisme actuel. Parce que de toute façon, je veux dire, dans le macartisme, il y a une correspondance qu'on peut faire facilement avec le racisme ou les choses comme ça qu'on vit au jour d'aujourd'hui, qui est assez facile à faire, et la série aurait pu rester là-dessus. Mais c'est là où je dis qu'à un moment donné, elle a fait cette bascule, et c'est là où moi je fais la comparaison, où elle ne cherche pas à être plus qu'une critique, une satire de notre société Ouais, moderne. c'est Et c'est ça. là où ça en fait pas une mauvaise série, je le redis. En termes de satire, c'est une très bonne satire. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder deux fois, mais je suis un petit peu déçu parce que quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y avait possibilité, notamment avec justement un post-apo un peu moins propre, avec une histoire un peu moins cousue de fil blanc. La fin, je veux dire, la fin, elle est bon, bah voilà, tout ça pour une puce qui amène une électricité dans une ville qui a été détruite, qui Oui, quoi? Mais bah, pourquoi? c'est tout le propos de la série. Oui, C'est, mais est-ce que le propos, est-ce que je trouve que le propos au final, il m'a percuté? Non, j'ai ah oui, été un moi je l'ai peu, trouvé au ouais, contraire très élégant, puisqu'en fait c'est ça, hein, ce sont des grands groupes qui ont décidé de la fin du monde par pur profit et qui ont donc, comment dire, euh, c'est pas monopolisé le bon terme, mais qui se sont accaparés les technologies qui permettraient aux autres justement de leur empêcher de faire du profit. Et donc à la fin, ce qu'elle rend en fait, cette puce, c'est l'électricité pour tous. Là où cette technologie était accaparée par des grands groupes. mais ce que je veux dire par là, c'est que on me l'a servi tellement de fois, Ah oui, non, mais attention, euh, la série ne réinvente rien. Euh, voilà, et que elle avait possibilité de réinventer. On me l'a servi tellement de fois que, ben non, moi je le dis, j'ai plus été emballé par la possibilité que le cliffhanger qu'il y avait à la fin pour lancer la seconde saison, avec justement l'arrivée à New Vegas, avec la possibilité que justement l'écuyer devienne un chevalier parce qu'il a abattu Moldaver sans poser de questions, sans rien du tout. Euh, toute bah, il l'a la... pas abattu d'ailleurs. Il a rien fait. Non, oui, mais les autres pensent que c'est lui qui l'a Il abattu. s'accapare le succès, comme Oui, Voltec.
Mais justement, j'ai trouvé tout ça plus intéressant que la finalité de cette première saison, que j'ai trouvé un petit peu décevant, parce que, voilà, moi, je disais que j'ai jamais eu l'impression que les jeux Fallout, que j'ai fait le 1 et le 2, hein, donc je parle vraiment que pour le 1 et le 2, étaient une critique de ma société à moi, au travers de ma société à moi. J'ai toujours eu l'impression que ça utilisait les années 50, ça amplifiait ce qu'il y avait dans les années 50 pour montrer que bah, c'était dans les années 50, c'est aussi dans les années 90. Et je trouvais ça plus subtil dans les jeux que là dans la série. Et c'est là aussi où je suis un petit peu déçu parce que on l'a dit tout à l'heure, c'est les deux showrunners de Westworld. Alors, il faudrait que je Et finisse personne s'en Westworld. intéresse, surtout. Je Et pense que personne ne s'y l'affiliation, intéresse. elle est plus forte là, quoi. Ben, oui, mais je la mettrai aussi avec Westworld parce qu'en termes d'écriture, Westworld est tellement fin. Il y a tellement plein de trucs. Quand tu découvres à la fin de la première saison le rêve d'Anthony Ah Hopkins bah, et tout ça. attention au spoiler des autres séries. Oh, je spoil, moi, je spoil, monsieur. Mais quand tu découvres tout ça, à la fin, à la fin de la première saison, moi, de Westworld, j'étais sur le cul. Je voulais tout de suite la deuxième saison. Je voulais qu'elle soit là, disponible, tu vois. Ce que je n'ai pas ressenti avec Fallout. Comme je dis, Fallout, j'ai bien Oui, aimé mais tout ça. c'est pas une Pas série ça. mystère. C'est pas une série à twist. Elle a quelques twists, hein, la révélation de fin, mais Oui, mais qu'on pressent bien avant. Mais une fois de plus, il y a des choses qui sont pas très subtiles, et je suis entièrement d'accord avec toi. Notamment, tu vois, si tu prends, moi par exemple, la confrérie, tout ça, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé que ça n'apportait rien, mais enfin, ça apporte quelque chose scénaristiquement, c'est-à-dire que c'est la pure opposition entre le personnage de, je sais plus, Ella Purnell, mais j'ai oublié le personnage. Euh, c'est Lucie, voilà, Lucie, pardon. Lucie Lucie McLean. qui a vécu dans un monde aseptisé, bien pensant, propre, et qui découvre Oui. le monde extérieur et sa violence, face à quelqu'un qui, lui, est l'inverse, est en plein monde, il a grandi dans la violence, et il découvre le monde, donc quand ils se retrouvent dans l'abri numéro 4, et il découvre le monde que de la bien... Enfin voilà, donc je trouvais que c'était intéressant cette opposition de narrative et des deux personnages, mais tu vois, tout le reste de ce que ça raconte sur lui ou sa confrérie, je te dis que je n'arrive pas à voir en quoi elle apporte quelque chose sur la ligne narrative de tout le reste. Alors que le fait d'emmener la tête, qui effectivement était un gimmick assez plutôt jeu vidéo, mais rigolo, pour moi, le fait qu'ils allument la ville, ils ont réussi. Tu vois, il y a une fin d'histoire pour ça, et on dit, ok, ça c'est résolu. Alors effectivement, il y a encore plein de mystères sur notamment Moldaver, comment elle est encore là 250 ans après, etc. Il y a plein de mystères là-dessus. Et je pense que la saison 2 va nous faire découvrir des nouvelles factions et aussi le passé. Tous les Oui. personnages qui sont plus là, en fait, je pense qu'ils vont être encore là parce qu'on va voir, on va découvrir encore plein de choses. Et ça m'intéresse beaucoup. Euh, Mais je suis d'accord avec toi, la confrérie de l'acier est mal exploitée. Elle est ouais, extrêmement importante dans l'univers de Fallout parce que c'est à la base une organisation militaire qui devient, et ça c'est bien montré dans la série, oui, ça devient une organisation religieuse avec ses échelonnages et tout ça. Et je pense justement que l'intérêt qu'ont les quelques passages, c'est montrer cette espèce de formatage des deux personnages. Parce que c'est ça qui est intéressant dans cette série Fallout, c'est qu'on a deux personnes formatées à une vision du monde. On a donc Lucie qui a été formatée dans les abris et qui a cette espèce de naïveté. Et on a Aaron, lui, non, c'est Maximus, excuse-moi, c'est Aaron, c'est le nom de l'acteur, qui lui a été formé à la bravoure, à l'importance de la mission, à retrouver les artefacts. Et pour moi, l'une des scènes marquantes de Fallout, c'est le moment où tu as le chevalier que sert Maximus qui commence à s'énerver en disant oui, j'en ai plein mon arrière-train, avec les frères qui t'envoient chercher tout le temps plein d'artefacts qui se révèlent être que des grippins et tout ça. Mais parce que justement, ça te montre l'espèce de fanatisme qu'il y a hmm. autour de ça et cette Qui est une critique envoyée aux joueurs. Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça. oui, peut-être, effectivement. Et au final, tu vois, moi, tu parlais de l'histoire du frère. Moi, l'histoire du frère, je l'ai trouvée intéressante sur la fin quand tu découvres qui sont les habitants de l'abri 31. Et là, je ne le spoilerai pas, je vous laisserai le découvrir. Parce que justement, ça te donne un petit peu plus de volume sur le plan
élaboré par ces grosses puissances dont tu nommais tout à l'heure. Mais tu vois, le fait de l'avoir parsemé comme ça à divers endroits, dans divers épisodes, il aurait mis tout ça dans un épisode avant la fin, ça m'aurait été très bien. Même mieux, tu vois, à la limite. Un épisode centré sur le frère, et hop, on passait à autre chose. J'étais très content. Bon, là, le format fait que c'est comme ça. Après, tu vois, par exemple, l'épisode où elle suit la goule au centre pour qu'il récupère son produit. Bon, bah, je pourrais faire la même critique que par rapport aux épisodes du frère, tu vois, en disant, au final, ça sert pas tant la ligne narrative. Non, mais d'un autre côté, comme pour le frère, t'en apprends beaucoup sur qui est le personnage de la goule, Oui, voilà. comment fonctionnent les ghouls. Et donc, tu vois, pour moi, les épisodes du frère, ils sont vraiment pour que les gens qui ne connaissent pas Fallout comprennent un petit peu comment fonctionnent les abris, quelle est l'ambiance à l'intérieur des abris. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce petit proverbe qui, quand tu l'écoutes, a l'air tellement ridicule, parce qu'il y a un proverbe qui est dit dans l'abri, c'est partant plus vieux, fais confiance à quelqu'un de l'abri 31. Tu te dis, mais c'est quoi ce proverbe? Mais en fait, il te montre le formatage des gens de l'abri 33. Il te montre jusqu'à quel point ils sont formatés, au point que tu as un gars qui est candidat pour être le nouveau régent de l'abri 33, mais qui va voter pour la personne de l'abri 31, parce que lui-même se dit, mais qui suis-je? Pour qui est-ce que je me prends? Et il vote pour le. Donc tu vois à quel point ils sont formatés à l'intérieur de leur Oui, cerveau. oui. Et ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Et tous les autres personnages, d'ailleurs. Oui, C'est mais exactement ça, la guerre froide. C'est un oui. formatage contre un autre, quoi. Tout à fait. Et petite chose à noter aussi, c'est que souvent dans les Fallout 1 et Fallout 2, je pense que ça va être aussi la même chose dans Fallout 3 et Fallout 4, mais souvent quand tu découvrais un abri, tu te rendais compte qu'il y avait plein de choses crasses qui s'étaient passées dedans. Et là, c'est dans la série aussi, tu as des sous-entendus qui en sont faits, mais justement, ça passe plus par l'histoire du frère que par l'histoire de Lucie, où elle, finalement, le moment où elle re-rentre dans un abri, c'est un abri qui a été réoccupé. Donc tu comprends pas trop ce qui s'est passé dans cet abri, tu vois juste ce peuple de mutants qui a l'air d'avoir des cérémonies un peu étranges et qui va les forcer à fuir, mais là aussi, qui est une forme de critique de est-ce que parfois on ne juge pas mal ce qu'on ne comprend pas plutôt qu'en avoir peur. Mais voilà, c'est là où je Ok. dis, voilà, en termes de sarcasme et de pointer du doigt et de picoter un petit peu, la série est fait très bien, tu vois. Mais je pense qu'elle aurait pu faire mieux. Voilà, ça reste une très bonne série pour moi de 2024, mais je me dis pas me dire, il y avait possibilité de faire encore mieux que ça. Voilà, c'est tout. Vas-y, je me tais, je suis sorti du tunnel, Non, non, mais je te même, laisse y aller toi. même pour le formatage, là aussi, on voit qu'ils répondent tous et toutes à la sainte figure de Moldaver. Donc, ce qui veut dire que Oui, très certainement, elle a joué un rôle dans toutes ces années-là et dans ces 200 ans. Est-ce que elle a joué un rôle christique en étant pas présente, mais en étant dans un des nombreux abris qui permettent de survivre de cryogénie, je veux dire, ou est-ce qu'elle a joué un rôle actif en étant présente physiquement, etc. Ça, je pense que la saison 2 nous amènera à tout oui, ça. En tout cas, moi, ça a été une bonne surprise au final. Enfin, je l'attendais en me disant j'y crois parce que oui. Nolan et Joy. Au final, les premiers épisodes m'ont un peu refroidi. J'avoue que j'ai fait une coupure après l'épisode 4 et que j'ai mis quelques jours, ou un peu plus que quelques jours avant de m'y remettre et de regarder la fin qui m'a vraiment beaucoup plus emballé pour le coup. Et je pense que c'est une série qui n'est pas bonne à binge-watcher en fait. Je pense qu'elle aurait été plus forte et tout aussi intéressante à être Oui. diffusée un ou deux épisodes par semaine, comme le font d'autres plateformes. Je pense elle aurait mérité ça. Mais c'est là où on aurait pu parler dans la partie de No Spoil d'un truc qui s'est passé sur Amazon à ce moment-là, puisque est apparu en même temps que la série Fallout les publicités dans le Ah, visionnage j'ai pas vu moi. du contenu du contenu d'Amazon. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont donné la série Fallout aux gens en disant râlez pas, on vous donne toute la série Fallout, voilà, on la vous donnera pas semaine par semaine, vous avez tous les épisodes, mais en contrepartie, vous avez droit à la pub. Et Alors, voilà. je suis chez Free, donc je suis épargné pour l'instant par ce phénomène. Je crois que ça s'arrête cet été, il me semble, avoir reçu le mail qui disait ça. En tout cas, pour l'instant, moi, j'ai pas de pub, donc j'ai pas ressenti ça. Chance, tu vois. Et je Parce pense que aussi c'est deux que pubs par épisode, hein.
qu'Amazon s'en fout de nous plaire ou ne pas plaire. Ils prennent des Je sais, décisions. je suis pas aussi sûr. J'ai vraiment moi l'impression qu'il Fallout, parce que toutes les grosses séries comme ça, The Boys, Last of Us et tout ça, ils ont fait des diffusions semaine après semaine, même si Last of Us c'était HBO, donc là ça s'explique un peu mieux. Mais souvent les grosses séries, ils font épisode après épisode. Là, ils ont vraiment fait le truc de tout donner d'un coup. Donc pour moi, et comme ça arrivait pile avec la pub. C'est-à-dire que moi, le premier épisode que j'ai lancé, le premier jour de Fallout, premier épisode, paf, pub. J'avais pas eu ça avant. Ok, donc je ne sais Donc pas. Mais est-ce que c'est pour tout le contenu Amazon Prime ou est-ce que c'est comme Netflix où c'est que le contenu Netflix qui est alors je pense qu'il y a moyen de payer, je crois que c'est 2 € plus cher pour pas avoir les pubs. ouais. Je ne payerai pas 2 € de plus pour Amazon Prime. Moi, à la base, j'avoue que j'ai Amazon Prime parce que je fais beaucoup travailler Amazon, donc de pouvoir recevoir mes colis plus vite, ça fait souvent plaisir. Mais voilà. Moi, c'est inclus dans l'abonnement free donc de ma Freebox, donc je ne m'en préoccupe pas. Et si demain j'avais plus l'abonnement Freebox, j'aurais pas Amazon Prime. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse sur cette plateforme en termes de séries. Il y a quelques séries de temps en temps, il y a quelques projets intéressants, mais pas qui justifieraient un abonnement. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait un épisode de 2 heures sur Fallout. Ouais, Alors, je vais vite faire ma conclusion. Donc, allez. moi aussi, j'ai regardé la série. Je l'ai regardée 2 fois. Par contre, moi, la première fois, je l'ai vraiment regardée sur 4 jours. Donc, je n'ai pas fait de pause. J'ai eu aussi du mal avec les 3 premiers épisodes. J'ai été plus investi à partir du quatrième, du cinquième. Puis après, j'ai su aller jusqu'à la fin sans aucun souci. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le côté, même si je l'ai mis un peu dans les points négatifs parce que parfois j'ai trouvé que c'était un peu trop, mais j'ai bien aimé les quelques petites références qu'il y avait, les petites références subtiles à l'univers et tout ça, l'histoire du pouce, les trucs comme ça. Il y avait vraiment des trucs qui étaient très cool en termes de fan service, même si par moments, je le redis, c'était peut-être un peu trop. Par contre, j'ai beaucoup aimé les petits clins d'œil qui sont faits dans la série au cinéma post-apo. Par exemple, le fait que Maximus survive à une bombe nucléaire dans un frigo, ça doit vous faire penser normalement à un autre héros qui appartient à Spielberg, qui fait aussi la même chose dans un de ses films. Il y a Et à plein de petits trucs Lucas. comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça assez sympas dans la série à découvrir. Je vous laisserai les chercher. Sur ce, bah voilà, n'hésitez pas à vous jeter sur cette série si vous ne l'avez pas encore vue. Si vous l'avez déjà vue, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et monsieur Jérémy, est-ce que tu as un mot de la fin? Manger. Bon appétit.